Mesdames et messieurs, très chers internautes, très chers abonnés, très chers téléspectateurs de la chaîne des informations contre les mésinformations Jussi 4 Télévision, nous émettons depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Alors, vous nous suivez de partout au monde. Nous sommes au nouveau numéro de votre magazine Actu Deuil de ce jeudi 8 août 2024. Avec au menu, déjà, nous allons faire une analyse sur la sortie médiatique du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, depuis la Belgique où il séjournait. Il avait accordé une interview à nos confrères congolais, bien sûr, les journalistes congolais. Il leur avait accordé une interview que nous allons revenir. Nous allons également analyser l'actualité sur la commémoration du Génocoste qui a eu lieu dans la ville de Kisangani, présidée par Madame la chef, la première ministre Judith Souminois. Nous allons aussi parler de l'élection au Sénat de la République démocratique du Congo. L'élection au Sénat, nous allons échanger également sur la suspension par les vice-premiers ministres ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, du secrétaire général de l'administration du numérique. Mesdames et messieurs, bienvenue, surtout bonnes conditions d'écoute de votre magazine Actu Deuil. Comme nous l'avons annoncé, le président de la République avait accordé en Belgique une interview juste pendant convalescence, une interview à nos confrères. Tout au long de son interview, nous avons retenu quelques points essentiels que le président avait énumérés. C'est vrai que le président de la République, il avait annoncé de reprendre les affaires. Aussitôt, il a aussi repris les affaires. Déjà, tout au long de son interview, le président de la République accuse l'opposition de travailler contre la République. Il a même énuméré les noms de certains opposants. Ici, je cite Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayoulou, également Joseph Kabila Kabange, qui, selon lui, il l'accuse même d'être derrière l'AFC de Corneille Nanga. Selon le président Fachi, il accuse Joseph Kabila d'être derrière l'AFC de Corneille Nanga. Le président de la République, surtout, il demande à la population de ne plus lui juger maintenant, parce que, selon lui, il dit qu'il vient à peine de s'installer. Il demande à la population de lui juger, donc à la fin de son deuxième quinquennat, qui venait de commencer depuis le mois de janvier. Mais selon lui, il dit qu'il vient à peine de s'installer, avec surtout l'installation du gouvernement souminois. Il promet surtout, il envisage même un probable remaniement au plus tard l'année prochaine de ce gouvernement souminois. Le chef de l'État reconnaît surtout aussi, il reconnaît que le pouvoir d'achat est instable, le pouvoir d'achat des Congolais est instable et promet surtout de trouver solution au plus vite possible. Le président de la République, juste après son séjour médical en Belgique, après avoir regagné la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa, il a présidé hier soir un conseil des ministres restreint. Tout au long de ces conseils des ministres, le président de la République demande que les pouvoirs d'achat des Congolais puissent au moins se stabiliser. Alors, ici déjà, les présidents de la République, on se pose la question, le fait qu'ils puissent demander aux Congolais de ne plus le juger pour le moment, pour le moment, ils leur demandent de le juger à la fin de son deuxième quinquennat. Et les chefs de l'État se solidarisent de la population congolaise, qu'il reconnaît lui-même que le pouvoir d'achat
est instable. Alors, il avait réuni quelques ministres hier pour un conseil des ministres, comme je l'ai dit, restreint, afin de trouver solution aux problèmes que font face la population congolaise. Déjà, les porte-parole du gouvernement, le ministre des médias et de la communication, Patrick Mouyaya, il assure les Congolais que les chefs de l'État, il a pris en compte leurs désirata, espérant que les choses vont pouvoir s'améliorer dans les jours à venir, dans un futur proche. Alors nous allons également parler de la commémoration. La commémoration du Génocauste. C'était le 2 août. Cette cérémonie, qui devrait normalement être présidée par les présidents de la République, juste après l'annonce de la présidence que les chefs de l'État s'étaient rendus en Belgique pour le suivi médical. Ce dernier s'est fait représenter par la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, qui a présidé cette cérémonie en présence de quelques membres de son gouvernement. Il y a eu des polémiques tout au long de cette commémoration. Il y a certains Congolais qui n'ont pas surtout apprécié l'absence de l'actuel vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, M. Jean-Pierre Bemba, qui devrait normalement aussi être là, selon certains Congolais. Alors, on ne sait pas, peut-être son agenda a été peut-être chargé. Il n'a pas pu se rendre à Kisangani avec Madame la Première ministre et d'autres ministres qui l'ont accompagné. Alors, la guerre de ce jour dans la partie orientale de notre pays qui a causé des milliers de morts, cette guerre qui aurait été ici commanditée par nos voisins que nous connaissons bien, a coûté la vie de plusieurs Congolais. Alors, les gouvernements avaient jugé bon de commencer à commémorer ces génocides congolais pour des gains économiques et sociaux chaque 2 août. Voilà, nous allons suivre en image ce qu'a été la cérémonie de la commémoration du Génocauste dans la ville de Kisangani. Nous demandons surtout à la régie de pouvoir nous balancer les images et nous allons revenir tout juste après. Qui nous est imposé, que je prends la parole pour lancer la deuxième commémoration du Génocauste en mémoire de dizaines de millions de nos compatriotes qui n'ont eu pour seul tort que d'appartenir à la nation congolaise et d'espérer vivre du bénéfice des ressources de notre terre. C'est à ce titre que ce matin, je me suis recueilli au cimetière de la guerre de ces jours. En mémoire de toutes ces victimes, je vous prie de lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, cette deuxième commémoration se tient pendant que nous faisons face, particulièrement au Nord Kivu, à une agression de l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23. Des massacres sont enregistrés et documentés
sur les populations civiles sans défense, notamment à Kicheche, à Mugunga et dans plusieurs autres localités, et qui constituent de graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délibérément comme armes de guerre. Je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos agresseurs, quoi qu'il en coûte. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, lors de la première commémoration le 2 août 2023, le chef de l'État avait annoncé un jour nouveau qui se levait et un espoir qui renaissait pour nos victimes, en les rassurant, comme cela a été dit, plus jamais elles ne seront seules. Ce cri du cœur exprimant son engagement personnel pour cette cause est devenu aujourd'hui la devise pour toute action visant la protection et la promotion des droits des victimes. À travers l'engagement du président de la République, le gouvernement que je dirige a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour ce faire. Sur le plan institutionnel, nos efforts ont conduit à la mise en place de l'écosystème des réparations avec la création des fonds de réparation des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le FONAREV, et du fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des actes illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO en cycle. Ces établissements publics sont respectivement sous tutelle des ministères des droits humains et de la justice. Pour proposer des réformes et veiller à la mise en œuvre des programmes de réparation en faveur des victimes, la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, la CIAVA en sigle, fonctionne comme organisme public sous l'autorité directe du chef de l'État. Aussi, le président de la République entend assumer son engagement pris personnellement devant les victimes. Il n'y aura donc aucune tolérance en cas de faute ou de compromission dans le chef, des animateurs, des organismes qu'il vient de désigner. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, la réparation seule ne suffit pas. Elle doit s'adosser notamment sur la justice, la vérité et la garantie de non-répétition. C'est dans cette dynamique que le garant de la nation a impulsé l'implémentation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle dont le processus doit se poursuivre. La CIAVA, l'une des structures techniques dédiées aux réformes dans ce domaine, comme je viens de le dire, devra travailler en collaboration avec le ministère des Droits humains et celui de la Justice, ainsi que le comité scientifique pour réappropriation de la politique nationale de la justice transitionnelle et de l'avant-projet de loi portant principes fondamentaux de sa mise en œuvre. Toujours dans le souci de voir ces crimes internationaux réprimés, le gouvernement poursuit le plaidoyer visant la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. L'exécutif congolais appelle nos partenaires internationaux à soutenir cette initiative. Dans le cadre des garanties de non-répétition, il est nécessaire que nos institutions, à savoir le Parlement et le gouvernement, travaillent ensemble pour prendre des textes législatifs ou réglementaires, selon le cas, visant à exonérer les auteurs des 10 crimes de l'accès à des charges publiques. Les recettes, autrefois visant à leur assurer une impunité, notamment à travers les lois d'amnistie ou l'intégration au sein des administrations publiques, sont à oublier et ne seront plus à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, le message du chef de l'État que je porte s'adresse directement aux millions de victimes dont l'infime nombre présent à cette cérémonie n'est que symbolique. À nos pères, à nos mères, à nos sœurs et à nos frères, à nos fils
et à nos filles victimes, je ressens en tant que mère, au plus profond de mon être, la douleur qui émane des vies brisées, des destins déchirés par les conflits et les atrocités. Et comme nous venons d'entendre par les témoignages, il dépasse l'entendement humain et appelle à notre solidarité et à notre action collective. Je voudrais vous rassurer que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La nation, notre pays, notre nation, votre nation, avec à sa tête son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, s'élève à vos côtés, unis dans la solidarité. Je suis convaincu qu'ensemble, nous surmonterons ces épreuves et nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. Puisse la lumière de l'espoir briller à nouveau sur vos vies meurtries et que la paix et la justice soient notre guide dans cette quête de guérison et de réparation. Honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, monsieur le gouverneur de la province du Bawele, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les victimes et ou ayants droit, mesdames et messieurs acteurs institutionnels et associatifs engagés pour la cause des victimes, distingués invités, très chers compatriotes. Je ne saurais clore mon propos sans saluer tous ces acteurs institutionnels, scientifiques et associatifs qui se sont engagés pour cette cause des victimes dont le travail rend possible cette commémoration. Leur action survenue au moment où celle de l'État n'était pas perceptible ou a permis d'assurer nos compatriotes survivants et les ayants de nos regrettés à tenir jusqu'à ce jour. Il s'agit là d'une preuve de solidarité nationale, élément essentiel à la construction de notre vouloir vivre ensemble, qui constitue notre arme la plus redoutable contre tous ceux qui, de manière vaine, rêvent de la disparition de la mère patrie, la République démocratique du Congo. Pour terminer, j'invite les victimes à puiser la force dans cette parole de Dieu écrite dans les livres d'Ésaïe, chapitre 60, verset 1. Je cite, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Fin de citation. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple et comme cela a été dit, Otielao Motema. Je vous remercie. C'était l'allocution de son Excellence, Madame la Première ministre. J'ai aimé surtout la dernière phrase des Saintes Écritures. KIDC, République démocratique du Congo, lève-toi, car ta lumière à toi arrive. Le temps de la justice divine, le temps de la réparation est arrivé. Enfin, la première partie de la cérémonie. La deuxième partie va consister en la... Après, voilà, et la Première ministre ainsi que tous les autres membres du gouvernement ont devoir visiter le village justement de Coste, les stands qui sont érigés juste à côté à la mairie de Kisangani. C'est des moments poignants, des moments forts. Plus jamais ça. Toutes les interventions sont revenues sur ces mots. Plus jamais ça, République démocratique. Ça doit s'arrêter. Oui, Toké Ndeko son père comment na biso bakene na bisangi mamping ba bale urampe anda nyonso ane kati na biso tozali komelo mokonzi mama su et ça chaki na yoko litali mukanda la nda bo
République démocratique koleka kasi na ngokam ko bangai ma ko ya ba ministre la éviter bango tikakani balenge epai kati ya bitumba leba ata mokote ata seconde mobuna toko la pote mobimba benke kani bayo na bongo eko zalaki passe ministre Mokonzi epai libanda ya mpepo ya kala rizali epai talaki mpe epesaki mpasi na tango mama ministre Mokonzi akende kotika libokeli ya mbe des conflits ethniques et des conflits religieux, l'a dit le DG, mais les conflits armés occupent la plus grande partie de nos conflits et cette partie, c'est plus le pays qui alimente ces conflits-là. Et pour notre cas, c'est en 94, lorsque les réfugiés, c'est au Rwanda, ils ont connu le génocide, leur conflit là-bas, ils vont traverser chez nous, on ne les a pas contrôlés. Il y a eu des gens qui étaient venus avec le groupe, les armes. Et donc ils ont traversé pour se rendre au Nord Kivu. Et c'est ici. Alors, on a essayé de symboliser la frontière naturelle, comme c'est un village, on étale les habits comme ça, et les réfugiés traversent avec leurs habits pour arriver ici au Nord Kivu. Ouais. Ouais. Voilà. Les réfugiés sont arrivés. Malheureusement, comme il y avait les intérêts, les FDLR, la cohabitation avec les communautés locales va poser problème parce qu'ils sont venus à l'agriculteur. Nous, ce sont agriculteurs de l'agriculture, mais il n'y a pas de terre pour eux. Donc ça va poser problème. La prolifération des groupes armés. Il y aura prolifération des groupes armés. Maintenant, le voisin va se dire que ceux qui avaient traversé avec les armes constituent un danger pour eux. Il vient le poursuivre chez nous. Même si on va se rendre compte par après, les FDLR pour eux, c'est le cobalt, le coltan. Et donc, on va voir, ils vont commencer à constituer des massacres. Donc là, ça ne sait pas bien voir, mais c'est le Mako. On a enterré des femmes vivantes. Et ici, c'est Kivu. Ce qui est intéressant, c'est la façon de tuer. On se rend compte qu'il y a toute une stratégie qui développe ce qu'on appelle la stratégie de la terreur. C'est-à-dire, on enterre des personnes pour faire fuir les autres avant de se battre. De deux, qu'est-ce qu'on va faire? La politique de la terre brûlée. Vous voyez, quelqu'un, on l'a lié, on a fermé, et puis on tue. Et le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc on vous trouve, on prend le papa, tu violes ta fille, ta mère, et ensuite toi-même on te tue. Et c'est comme ça que nous allons voir. Et voilà quelques exemples des massacres que nous avons, nos frères qui sont tombés. Ils sont là, au Nord Kivu. Malheureusement, l'ennemi manipule les communautés pour nous diviser, ce qui fait qu'alors qu'à l'époque, nous sommes dans cette partie de la visite guidée, mais aussi une exposition photo de toutes les atrocités qui se sont commises ici et qui ont fait l'objet de différentes interventions. Alors, pour vous faire une idée, on a fait la reconstitution des vies au niveau de nos villages. Il y a en tout 5 cases dont le prototype est devant nous. Dans cette première case, par exemple, on y a exposé toutes les richesses du sol, du sous-sol, de la faune et de la flore de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Simplement parce que la motivation de ces génocides économiques part justement de cette guerre de prédation. Alors on y a exposé dans la deuxième case qu'est en train de visiter en ce moment Madame la Première ministre, représentant du président de la République. Ce sont les conséquences du conflit rwandais. On y expose la cohabitation entre les réfugiés qui sont arrivés avec
et munitions en République démocratique du Congo, avec une cohabitation difficile avec toutes les communautés locales. Donc c'est la base des massacres en série qui ont commencé dans ces provinces, dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, et c'est ce qui est exposé au niveau de la case numéro 2. La case numéro 3 représente la guerre de 6 jours. Ici, la province de la Chopo est principalement dans la ville de Kisangani, où, comme nous l'avons dit ici, des armées étrangères se sont affrontées aux armes lourdes dans la ville, se servant de la population congolaise comme bouclier humain. Et c'est des centaines de milliers de morts. Donc c'est cette exposition photo. Là, par exemple, on voit c'est la présence d'un engin militaire de FARDC qui est venu constater que les deux se sont affrontés avec des villages fantômes dépouillés de toutes les populations. La 4e case fait l'exposition sur les massacres en série au niveau du centre du pays, dans la région du Grand Kasaï et le Congo-Tout, cette thèse de la main noire qui est avérée d'ailleurs, parce que depuis que ils ont exporté justement vers l'ouest du pays, c'est la méthode des tueries en série, que la partie ouest de la République démocratique du Congo est également touchée. Alors là, Madame la Première ministre est en train de recevoir justement des explications autour de cette exposition photo dont je vous ai parlé au niveau de ces cases qui représentent la vie dans nos villages. Et on voit lorsque on tourne la caméra hors ces images que nous sommes en train de voir, on va voir des images atroces. Par exemple là, on est justement sur le massacre ici à Kisangani, des corps en décomposition. Ce sont des images réelles qui ont été prises ici en année 2000. Et ce sont ces photos justement qui font l'objet de cette exposition, et Madame la Première ministre, accompagnée du directeur général du FONAREV, Kevin Ngunga, sont en train de faire justement le tour pour voir ces expositions postaux, parce qu'aujourd'hui tout est parfaitement documenté à l'ère numérique. On ne parle pas de simples déclarations. Ces massacres qui se sont produits sont documentés. Alors là, j'ai parlé de cette case 3. Nous sommes dans la Chopo. Regardez bien, à gauche de notre écran, on voit justement le cimetière qui est devenu un site mémoriel tel qu'il était avant qu'il ne soit aménagé par les FONAREV. On voit là, on est en train de déterrer des corps contenus dans une fosse commune. On voit là-bas des troupes rwandaises et ougandaises qui étaient. Donc ça, nous sommes au niveau de la case numéro 3. Veuillez donc nous comprendre pour la qualité de ces images à l'intérieur. Donc c'est un moment important où l'on passe des discours aux faits réels sur des images qui sont aujourd'hui conservées et qui ont fait l'objet de cette exposition. Donc, et l'autre case, c'est justement, comme je le disais tantôt, là on est dans la case numéro 4, qui est dédiée au Grand Bandundu et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Et on termine donc par là, d'où cette thèse de la main noire. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Voilà, vous venez là de suivre ce qu'a été la cérémonie de la commémoration du Génocoste qui a été présidée par Madame la Première ministre. Et vous avez suivi le résumé, les discours de la chef du gouvernement. Vous avez suivi quand même le résumé de ce qu'a été la cérémonie de la commémoration du Génocoste. Alors, nous allons prendre ce troisième sujet qui est donc l'élection à la chambre haute du Parlement, qui est le Sénat. Ça s'annonce très chaud. Ça s'annonce vraiment très chaud. Déjà, c'est aujourd'hui que
La liste définitive des candidats retenus venait d'être publiée. On nous signale ici qu'il y a eu au total 19 membres qui ont été retenus pour pouvoir conquérir aux différents postes du bureau du Sénat. Au niveau du perchoir, on nous signale qu'il y a ici 3 candidats qui sont retenus. Là, on signale que l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, sa candidature est bel et bien retenue. Le doyen Jonas Mukamba, lui également, sa candidature est retenue. Aussi, messieurs Afani Idrissa Mangala. Ce sont les 3 qui vont pouvoir compétir à ces postes du président du président du Sénat. Donc ils vont pouvoir compétir, que les meilleurs gagnent, nous sommes en démocratie. Parmi les 3, on signale ici que les candidats Afani Idrissa Mangala, c'est les candidats de l'UDPS, choisis par ses pairs. L'UDPS, qui est le parti présidentiel, a aligné les candidats Afani Idrissa Mangala. Et selon le député national, Eliezer Ntambwe, lors de son dernier sortie médiatique, lui pense que la candidature de Jean-Michel Sama Lokonde serait ici le choix du président de la République lui-même, avec son pouvoir discrétionnaire, selon le député national Eliezer Ntambwe. Il pense que le président de la République aurait choisi Jean-Michel Sama Lokonde pour poursuivre sa vision. Et lui-même déjà, Sama Lokonde avait dit qu'il a déposé sa candidature dans le registre des pouvoirs poursuivre la vision du chef de l'État, de consolider les acquis. Et voilà, ici aussi nous avons le doyen Jonas Mukamba, lui qui est le candidat ici du grand Équateur, allais-je dire. Parce que vous savez bien que la géopolitique, il y a certains notables du Grand Équateur qui réclament aussi les postes du président du Sénat. Parce qu'ils pensent que déjà, les Grands Kasaï, le président de la République du Grand Kasaï, la première ministre issue du Congo central, de l'espace, plutôt de l'espace du Congo, le président de l'espace Chiluba, et pense ici que, comme le président de l'Assemblée nationale est ici de l'espace Swahilifone, il réclame le perchoir du Sénat. Alors, ils ont aligné le doyen Jonas Mukamba. Comme je l'ai dit, que les meilleurs gagnent, que la démocratie puisse primer. Alors, il y a vraiment des priorités. Nous sommes en train de voir si celui qui sera élu par les élus des élus, par les sénateurs, par les sages, qu'ils puissent déjà comprendre que les enjeux sont énormes. Ils doivent pouvoir se mettre en tête que les défis sont énormes. Et surtout, nous voulons avoir un Sénat comme celui de l'époque du président Kengo Adondo. Vous savez, en 2016, l'Assemblée nationale voulait faire passer une loi et le Sénat avait tranché comme étant les bureaux des sages. Voilà, nous voulons voir un Sénat responsable, un Sénat des sages. Et qui de ces 3 candidats qui méritent le perchoir du Sénat? Voilà.
Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir conclure avec la suspension par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, du secrétaire général de l'administration du numérique, sur ordre du président de la République, pour un manquement grave, selon le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Nous allons suivre cet élément, le speech du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et puis nous allons revenir tout juste après. L'ingénieur Corneille, prière nous balancer le speech du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avions, il y a de cela plus d'une année, piloté en collaboration avec le chef des départements ministériels concernés, le processus de la mise en place de la nouvelle administration du ministère du numérique. Un directeur de la DEGORMAP avait alors été désigné dans un premier temps pour assumer à titre intérimaire les rôles des chargés de mission et autorités hiérarchiques au-dessus de quelques experts avant la désignation formelle de l'actuel secrétaire général et la mise en place progressive de l'administration proprement dite, avec à la clé un processus de recrutement essentiellement compétitif et qualitatif des hommes et de femmes, essentiellement des jeunes, appelés à faire tourner cette administration hautement technique créée par le président de la République pour accompagner des processus ô combien nécessaires et irréversibles de la transformation numérique en République démocratique du Congo. Avec les ministres d'État, ministre du Budget et les ministres des Finances, nous avions alors opté pour un codage progressif de cette administration sur le plan de la prise en charge salariale en tenant compte de moyens budgétaires disponibles. Bien avant cela, en décembre 2022, j'avais pris 2 notes circulaires rappelant les principes relatifs à la gestion des ressources humaines de l'État. Au travers de ces 2 notes, j'interdisais de manière claire et non équivoque tout recrutement de nouvelles unités et tout alignement aux avantages réservés aux agents de carrière des services publics de l'État à toute personne n'ayant pas cette qualité. Dans la même veine, considérant les objectifs fondamentaux du gouvernement en rapport avec la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'article 21 du décret relatif à la discipline dispose, je cite, « est passible de la sanction de révocation sans préjudice des poursuites judiciaires l'agent qui, en violation des dispositions légales et réglementaires relatives à l'accès aux emplois publics et à la rémunération, recrute, met en service ou aligne aux avantages auxquels n'ont normalement droit que les agents des carrières de services publics de l'État, toute personne dépourvue de cette qualité et ou non porteuse du numéro matricule lui accordé conformément à l'article 11 du statut par les ministres ayant la fonction publique dans ses attributions. Plus de 8 mois après les recrutements du premier lot des cadres et agents de l'administration du numérique, j'ai appris avec stupéfaction et ébahissement que l'enveloppe dégagée pour la prise en charge des agents du numérique a été détournée pour d'autres affectations en prime en faveur de personnes non concernées et non revêtues de la qualité de fonctionnaire. Comment un responsable de service peut-il admettre l'alignement aux primes des personnes fictives, des agents qui ne travaillent même pas, sans position régulière de service, pendant que les fonctionnaires qui viennent tous les jours
en service en sont privés. Comment peut-on accepter, alors que le président de la République insiste tous les jours sur l'impératif dans la fonction publique d'assurer la promotion de la méritocratie et de l'égalité de traitement, comment pourrions-nous accepter qu'un haut fonctionnaire puisse prioriser pour l'alignement aux primes ses accointances familiales ou politiques en défaveur de l'objectivité et de la neutralité? Les premiers éléments de l'enquête ouverte à ces propos et qui se poursuit mettent en cause notamment le secrétaire général qui a visiblement fait preuve de négligence, de complaisance et de manquements graves dans l'accomplissement de sa mission. Il a donc failli à sa mission. Pour cette raison, et en attendant l'aboutissement de l'enquête en cours, je me trouve dans l'obligation, en vertu des pouvoirs qui me sont reconnus par la loi, d'ouvrir en son encontre une action disciplinaire assortie d'une suspension de ses fonctions avec effet immédiat. Je demande au ministre ayant dans ses attributions le numérique de désigner parmi les directeurs compétents, revêtus au moins du grade des directeurs, c'est lui qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Je demande également au service de la paye de collaborer avec l'IGAP afin d'orienter l'enveloppe en question vers la rémunération des agents concernés. Je l'avais dit la dernière fois. Si nous voulons changer notre pays, nous devons d'abord commencer par changer nous-mêmes dans notre comportement et dans notre façon d'agir. Il est des comportements qui ne passent plus et qui ne sont plus supportables. Malheureusement pour moi, je suis dans l'obligation de faire preuve de rigueur et de fermeté face à l'irrationnel et à l'irresponsabilité. Ce n'est que comme cela que nous pourrions être à même d'éradiquer certains antivaleurs solidement ancrés dans nos administrations. Je crois en l'esprit de la justice. Et je suis convaincu que la lutte contre le laxisme, contre le laisser-faire et l'impunité est possible. Ma main ne tremblera jamais dans la prise des actes destinés à réhabiliter la vertu au sein de notre administration publique. Aussi, la réforme en cours de la politique salariale voulue par le chef de l'État nous permettra-t-elle de faire en sorte que chaque fonctionnaire congolais, chaque agent public, chaque travailleur au demeurant puisse bénéficier d'une juste rémunération, conciliée dans l'équité, droits et devoirs des agents et fonctionnaires de l'État, nous permettra, j'en suis convaincu, de soigner des blessures et des fractures sociales qui ont longtemps créé division et frustration au sein de notre communauté nationale. Le temps est venu pour nous tous d'emprunter un nouveau chemin devant nous mener vers le changement que nous appelons de tout notre vœu dans notre pays. Duralex, Sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Que Dieu protège notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin le nouveau numéro de votre magazine Actu d'œil du jour. Nous avons analysé l'actualité nationale, l'actualité politique surtout, nationale de notre pays. Nous avons au premier point parlé de la sortie médiatique du président de la République qui accuse certains opposants, qui accuse Joseph Kabila de travailler contre les intérêts de la population congolaise. Après sa sortie, nous avons eu quelques réactions à chaud de quelques membres du parti de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Ici, je parle de son porte-parole, Madame Barbara Nzimbi, qui a réagi. Et selon elle,
elle a même promis, elle promet que l'alternance de l'autre fois entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi va se reproduire à nouveau en 2028-2029, après l'élection bien sûr. Que ça sera de nouveau, ça va se reproduire entre cette fois-ci, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Voilà, voyons voir si ça sera le cas. Nous avons également échangé sur la commémoration du Génocauste dans la ville de Kisangani. Nous avons aussi parlé sur l'élection générale à la Chambre haute du Parlement que le Sénat. Après publication de la liste définitive, les choses s'annoncent pour très bientôt. Nous allons connaître les prochains speakers de la Chambre haute du Parlement. Nous avons aussi parlé de la suspension, par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, du secrétaire général de l'administration du numérique, ici sur ordre du président de la République. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui a été l'essentiel de l'actualité ici au pays. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner très massivement, de pouvoir partager à vos frères, à vos voisins, de pouvoir partager, vous abonner, activer surtout des cloches de notification pour ne pas manquer l'actualité sur les plans local, national ainsi qu'international. Nous sommes Jessica Télévision. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Nous disons un grand merci à la grande équipe de Jessica Télévision. Aujourd'hui, la caméra, derrière la caméra, c'était messieurs l'ingénieur Cornabat. Voilà. Restez branchés. À très bientôt.